tous et bienvenue sur Canal Bleu, chaîne gratuite, c'est 4.1 FM stéréo à l'heure de l'émission Éducation au second degré. Bonsoir Pétuel Ricin, bonsoir Pasteur Jacques Charles, bonsoir Maxime Pierre. Bonsoir Tessia André, bonsoir Maître Maxime Pierre, bonsoir Pasteur Jacques Charles. Bonsoir chers collègues et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Pétuel Ricin, bonsoir Sainte Tessia André, bonsoir Pasteur Jacques, bonsoir à tous les super branchés de cette émission. Notre causerie de ce soir, Madame, Monsieur, c'est sur le programme de priorité et leadership politique, plus précisément sur l'éducation en matière des priorités et de programmes de leadership politique. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, on vous revient après la pause. Téléspectateurs, auditeurs, internautes de radio Télé Canal Bleu 138 5.1 FM stéréo, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à votre Top Show, l'émission éducation au second degré. Ce soir, nous avons le plaisir de pouvoir vous offrir un débat intéressant autour de la thématique l'éducation en matière des priorités des programmes de leadership politique. Pour en parler davantage, nous invitons quelqu'un de très spécial. Il s'agit de l'ingénieur Michel Trigalo, expert international à l'Union européenne, candidat aux élections législatives de l'Amérique latine et des Caraïbes, plus particulièrement pour le compte des Français établis hors de France. Au niveau de notre mise en contexte, nous allons voir quelque chose de spécial, c'est bien l'éducation géopolitique en matière de priorité et de leadership. Bien avant, on va voir quelque chose, et c'est bien le problème migratoire. Cette fois-ci, Pasteur Jacques, Madame Tessia André, Maître Maxime Pierre, ce problème nous concerne tous et tout. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il est temps d'en parler. Parce que Jacques, quand on parle de problèmes et en rapport aux migrants, comment parler de cette contradiction, comment parler de ces différends en 2022? Alors, bien entendu, Maître Pétuel, parler de l'immigration, alors comme les sujets assez bien dit de la thématique, très bien. Donc la quête de la mission de l'éducation qui consiste à créer l'harmonisation entre les différentes communautés. Donc la problématique de l'immigration joue un rôle important et crucial. Très bien. Et cela, dans un premier temps, est un acte de patriotisme et je dirais que et aussi en tant que citoyen. Donc chaque leader politique devrait s'intéresser et en particulier le pourquoi, c'est parce que le problème de l'immigration, ça concerne, d'ailleurs c'est un problème global, c'est un problème mondial, donc dans tous les pays du monde, et ce phénomène développe à une vitesse de croisière, surtout ces derniers jours, avec les situations politiques, vraiment des pays comme l'Ukraine et autres, des pays qui sont très vulnérables en matière de sécurité et aussi crise d'alimentation, des catastrophes naturelles, tout ça. Donc ça devient de plus en plus un problème préoccupant. Très bien. Donc dans ce contexte, nous nous sommes dit, eh bien, il est important à ce que les leaders politiques, les hommes, les chefs d'État devraient apporter une attention soutenue à ce problème. Et parce que si on se fait bien comprendre l'importance des ressources humaines qui sont en exode dans les pays, pas seulement en Haïti, mais dans plusieurs pays.
Donc, ils ont vraiment une part cruciale à jouer dans le développement de leur communauté. Le pourquoi, c'est parce que la plupart du temps, ils sont les cerveaux des pays d'origine. Ouais. Donc maintenant, puisqu'ils sont en fuite, il est important à ce que l'on aille à leur recherche, donc, afin de mieux construire la société, parce qu'il doit y avoir une place pour la diaspora. Donc il faut les encadrer. Il faut les encadrer, les protéger. Donc, tout ça, les protéger. Donc il faut qu'il y ait même peut-être des lois qui les protègent en quelque sorte. Donc je crois que la mission de l'éducation doit faire son petit bonhomme de chemin là-dessus. Et plus particulièrement dans la conscience de chaque chef d'État, dans chaque leader politique. Donc, il doit y avoir une politique de l'immigration, ou bien une politique migratoire. Donc, c'est très important. Très bien. Merci, Pasteur Jacques Charles. Je rappelle que vous êtes chroniqueur géo-éducatif à l'émission Éducation au second degré. On va tout de suite voir avec Madame Tertia André, notre co-présentatrice, le champ même de la migration et les différents types de migration. Ici, merci. Alors, parler de la migration, c'est quoi la migration exactement? La migration correspond au déplacement d'individus qui passent de leur lieu d'origine à un autre endroit. Très bien. Ça peut se faire pour diverses raisons, telles que des raisons personnelles, des raisons religieuses, très bien, raisons culturelles, politiques, écologiques ou économiques. Très bien. Donc, pour cela, il existe différents types de migration. Tout dépend de la durée de la migration. La migration peut être définitive ou temporaire. Ce qui veut dire de façon définitive lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on travaille, on travaille pour une saison, ou du moins on a un contrat ailleurs. Donc là, on est migrant, mais c'est de façon temporaire. Temporaire, très bien. Et concernant le contexte de la migration, parce que la migration a toujours un contexte. Donc la migration peut se faire de façon volontaire et cela peut se faire aussi de façon forcée. Exactement. Lorsqu'on est forcé de laisser notre pays d'origine, donc la migration se fait de façon forcée. Et lorsqu'on choisit, par exemple, nous les Haïtiens, on aime toujours aller vivre le rêve américain. Et donc ça se fait de façon volontaire. Donc on est en quête du bonheur. Donc on dit, bon, je vais laisser mon pays pour aller dans un autre pays. C'est la façon volontaire de laisser son pays. Et le lieu de la destination, parce que là, la migration peut se faire de façon externe ou interne. Parce que si je laisse Port-au-Prince, soit de façon forcée ou volontaire, donc la migration se fait à l'intérieur du pays. De même, je peux laisser le pays pour aller directement, soit en République dominicaine ou ailleurs, dans un autre pays. Là, c'est le lieu même de la destination. Et ensuite, le statut de la migration, parce que la migration peut être légale. Et la migration peut être clandestine. Lorsqu'on est rempli tous les paperasses pour laisser son pays d'origine, la migration se fait de façon légale. Ou du moins, lorsqu'on va travailler dans un autre pays, la migration se fait de façon légale. Lorsqu'on va étudier ailleurs, la migration se fait de façon légale. Il y a un processus. Mais il y a un processus. Donc, on remplit les paperasses, tout et tout. Donc, on laisse ce pays légalement pour aller habiter dans un autre pays légalement. Et lorsqu'on est obligé de passer sous, qu'on ait toute forme de manière de laisser son pays d'origine, lorsqu'on fuit à quelque chose, on dit à tout prix, il faut laisser, soit sur un petit bateau, soit par d'autres moyens. Donc, ça se fait de façon clandestine. C'est pour cela qu'il existe de différents types de migration. Très bien. Merci, Madame Tertia André. Très rapidement, Maître Maxime, il faut dire que c'est
l'élément honorifique même de notre mise en contexte. Il est agrégé de philosophie de l'auto moderne et aussi PDG de Max Perfect Institute. Maître Maxime, à cet effet, est-ce qu'il n'aurait pas donc eu la volonté politique des leaders en faveur de la diaspora? Merci, Maître Petit-Léricin, pour cette approche. Sachant très bien que la diaspora joue un rôle prépondérant en ce qui a trait avec la transformation d'un État politique Très bien, et diplomatique. très bien. Puisque les leaders politiques doivent pouvoir comprendre que la présence d'immigrants haïtiens permet à ce que le mouvement politique puisse atteindre sa vitesse de croisière. Très bien. Autrement dit, un essor prodigieux et prestigieux. Très bien. Parce que la présence même de la diaspora permet à ce que l'économie puisse atteindre une dimension élevée. Et parce que lorsque nous voyons la diaspora haïtienne, c'est-à-dire des Haïtiens laissant le pays pour se réfugier, par exemple, dans des pays, soit de l'Amérique ou encore de l'Europe et tant d'autres régions encore, Ouais. tant d'autres continents, eh bien, ces Haïtiens-là, ils sont dits des diaspora ou encore des immigrants haïtiens. Très bien. Alors, ils travaillent. Très bien. Ils travaillent, ils consentent également des efforts pour permettre à ce que non seulement l'économie de leur pays d'origine puisse atteindre une certaine dimension, Très bien. nous voyons de nos jours comment, et dans l'économie haïtienne, et la place même de la diaspora. Alors cela contribue même à l'évolution de notre économie. Ouais, surtout C'est-à-dire, international. s'il y a des problèmes, et en ce qui a trait avec des problèmes géopolitiques, Ouais. c'est-à-dire des problèmes, soit des TPS ou encore d'autres problèmes, et pour faciliter la stabilité Ouais. de nos compatriotes haïtiens, alors nous voyons comment cela pourrait freiner effectivement et des rentabilités, même économiques, par rapport avec notre cher pays. Très bien. Alors, la diaspora haïtienne a le pouvoir d'influencer, c'est-à-dire l'aide étrangère. Comment? Parce que les Haïtiens à l'étranger travaillent et ils possèdent des ressources permettant de répondre avec certains besoins quotidiens, non seulement pour eux-mêmes ainsi que pour leur famille ici en Haïti. Très bien. C'est de là qu'il faut un engagement communautaire. Très bien. Et cet engagement pourrait renforcer même la politique et augmenter la participation politique, encourager les résidents eux-mêmes à dynamiser la base de cette structure sociale du pays. Et il faut qu'il y ait aussi que la diaspora haïtienne puisse renforcer cette cohésion par rapport avec ce pouvoir d'influence. Parce que les diasporas sont vraiment influents. Vous parlez là de la prise des initiatives. Il faut prendre certaines initiatives permettant de comprendre que les diasporas, ils sont là pour évoluer par rapport avec non seulement les systèmes politiques du pays, les systèmes économiques du pays, et permettre à ce que, à travers certaines décisions politiques, pour consolider effectivement certaines prises en charge. Très bien. Parce qu'il y a certaines négligences de la part de nos autorités vis-à-vis des diasporas très bien. vivant à l'étranger. Et c'est de là que nos dirigeants doivent comprendre que la diaspora est très importante. Très bien. Et de même que dans les autres pays où nos compatriotes sont réfugiés, eh bien, il faut qu'il y ait une nouvelle politique de comprendre que, quels que soient les compatriotes, les réfugiés, les immigrants vers tel ou tel pays, Il doit être protégé. il doit être protégé par rapport avec des procédures, des processus, des lois. Très bien. Il faut qu'il y ait aussi des lois.
Ouais. Il faut qu'il y ait une nouvelle forme de politique permettant à ce que nous trouvons des encadrements, des protections Très bien. et des ouvertures par rapport avec nos compatriotes. Merci, maître Maxime Pierre. Là, un dernier point, c'est surtout les priorités en matière de leadership. Bien entendu, il y a tellement de priorités. D'abord, s'il faut en parler, il faut surtout combattre le réchauffement climatique, il faut préserver l'environnement, il faut non seulement actualiser et renforcer les droits de nos concitoyens vivant à l'étranger, il faut surtout développer et surtout renforcer la sécurité et la santé, non seulement de notre peuple, mais aussi des concitoyens vivant à l'étranger. Il faut qu'il y ait aussi toute une dynamisation de l'éducation et de la culture en matière de transmission des savoirs et des traditions. Vous voyez bien, il faut développer l'innovation, parce que ça, c'est un outil assez important, surtout dans le développement durable. Mais aussi en matière de politique, en matière de leadership, il va falloir qu'on puisse développer une dimension, je veux dire, gestion des crises, et aussi l'intelligence des situations. Il faut que nous ayons des leaders responsables, des leaders qui comprennent très très bien leur position de pouvoir non seulement gérer nos concitoyens, mais aussi prendre des décisions importantes pour aujourd'hui et pour l'avenir. Du coup, je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de mettre un terme à notre mise en contexte. Je ne sais pas. Alors, bien entendu, Ouais. autant que je sache, il s'est avéré que le cas d'Haïti est un petit peu périlleux Ouais, par rapport aux autres pays. très bien. Parce que nous sommes la plupart du temps témoins oculaires lorsque il y a un problème qui s'est produit dans un autre pays. Donc, comment ils réagissent. Ouais. Parfois, il y a des relations diplomatiques qui facilitent les échanges et ça va bien. Ouais. Mais pour nous, quant à nos compatriotes, ils sont abandonnés. Abandonnés. Il n'y a personne. Ouais. Donc, je crois qu'ils méritent aussi d'être protégés. Très bien. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, on vous parle très rapidement d'un produit important. Yanchi Omega, meilleure source d'oméga 3, complément alimentaire naturel, ça vous aide à promouvoir une bonne santé. Distributeur autorisé, c'est bien O'Neill Jean-Baptiste, téléphone 37 49 26 27 37 49 26 27. Nous aimerions passer des salutations à des connaissances. Tout d'abord, saluer les ambassadeurs de paix et de défense humanitaire dans le monde, les secteurs éducatifs haïtiens, les membres du comité de Maxo International Center et tous les ambassadeurs, ambassadrices de l'émission Éducation au second degré. Nous voulons signaler deux points. D'abord, le brillant sociologue, historien, chercheur, spécialiste des États-Unis, M. Pape Ndiaye, qui est le nouveau Premier ministre en France. Il remplace à ce poste, si vous voulez, Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer. Deuxième fait important dans l'actualité international et qui concerne Haïti en même temps, c'est le professeur, chercheur, conférencier et ingénieur Samuel Pierre qui a reçu le grade d'officier de l'ordre de Montréal le 15 mai 2022. C'est la plus haute distinction de la ville de Montréal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes, ici s'achève notre mise en contexte. C'est bien la première partie de l'émission Éducation au second degré. Nous observons une très courte pause. Au retour, le grand débat. Allez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de radio, télécanal Bleu 38, 54.1 FM stéréo, voici venu le moment d'accueillir notre invité à cette émission. Il s'agit de M. Trigalo. Il est ingénieur urbaniste, il est aussi expert international à l'Union européenne
et candidat aux élections législatives à la deuxième circonscription des concitoyens français vivant hors de France, avec qui nous allons voir bon nombre de points en matière de priorité, des axes principaux de son programme de leadership politique en matière de santé, en matière de liberté, de l'économie, la culture, l'environnement, tout ça, ce sont des points que nous allons voir avec Monsieur Trigalo. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Merci d'accepter notre invitation. Nous sommes éminemment contents de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canal Bleu. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Notre première question, Monsieur Michel Trigalo, c'est quelles sont vos priorités en matière de leadership politique? Oui, vous avez posé cette question humanitaire et politique. Je voudrais d'abord éclaircir les choses. C'est que avant, bien entendu, de faire de la politique, mais quoique là aussi, il faudra mettre une nuance, je dirais que mon action a toujours été dans l'humanitaire et principalement dans le combat contre la pauvreté. J'ai une formation de scientifique, je suis ingénieur agrégé de génie civil. J'ai une quarantaine d'années d'expérience à des postes à responsabilité, d'abord dans les institutions comme directeur des travaux publics, mais aussi comme professeur agrégé en université, avec une spécificité qui était d'aider les étudiants en difficulté. Donc, ces deux expériences me permettent aujourd'hui, effectivement, d'être un peu autonome et d'être un référent en matière d'humanitaire. Et depuis une dizaine d'années, eh bien, j'adhère à l'ONU au travers des ONG pour lesquelles je suis intervenant, conseil, mais aussi en proposition de solutions aux problèmes posés. Disons que aujourd'hui, mon action politique est plus vers une notion d'inaction qu'il y a dans ce domaine-là. Donc, mon idée, c'est de faire de la politique, mais toujours par rapport à un objectif et principalement au travers des objectifs de développement durable proposés ou incités, initiés par l'ONU. Vous avez tant parlé dans votre programme de politique des 6 axes principaux. Nous aimerions bien savoir quels sont-ils, mais aussi par rapport à la santé et la sécurité, comment renforcer la santé et la sécurité des compatriotes français vivant hors de France. Ça, c'est très important, mais aussi la liberté. Oui, vous l'avez dit, je souhaite absolument améliorer la vie quotidienne des Français de l'étranger. Pourquoi? Il y a déjà plusieurs mandats que nous sommes les oubliés. Alors pourquoi je dis nous? Parce que je suis aussi un Français de l'étranger. Et aujourd'hui, la France, elle a un rayonnement international, bien entendu, au travers de ses concitoyens vivant dans les pays hors de France. Nous sommes des ambassadeurs de la France. Donc, il est légitime aujourd'hui que l'on ait cette reconnaissance. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on est plutôt oublié. Donc, c'est ce que je veux faire changer dans le cadre de mon programme, qui est un programme global, parce que, outre l'aspect social qui intéresse directement la vie de nos concitoyens, il y a quand même un programme politique international intéressant, en passant par le réchauffement climatique, qu'il faut aussi s'en intéresser, mais c'est aussi un développement socio-culturel économique, comme la mise en place d'une liaison ou d'un axe latino-pacifique. La santé et la sécurité, je dirais que la pandémie
nous a rattrapés et nous a mis face à la réalité. Cette pandémie a permis de voir combien on pouvait être démunis de nos jours, malgré l'ensemble des évolutions que l'on a dans le domaine médical, que l'on est vraiment impuissant face à ce nouveau type de virus. Pour que l'on puisse, disons, améliorer cette condition de vie de nos concitoyens qui sont les plus retirés des pays, dans leur contrée, eh bien, il convient d'utiliser l'outil informatique et de mettre en place une plateforme qui nous permette de faire de la téléconsultation. Il n'y a rien de nouveau à cela. Cela existe déjà depuis de longues années en Australie, dans le bush, et qu'il convient absolument d'actualiser et d'adapter par rapport aux conditions d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, on peut à tout moment avoir accès à un conseil médical, qu'aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir faire des diagnostics à distance. Et là, j'en parle en connaissance de cause, parce que en tant qu'expert, eh bien, on peut faire des expertises à distance avec deux choses. La première, c'est qu'on a une visio, et donc on peut visualiser en temps réel les problèmes. Et deux, on a les vidéos et les caméras qui nous permettent quand même d'avoir a posteriori des éléments d'analyse plus fines. Donc la téléconsultation devrait pouvoir avoir une réponse favorable sur cette démarche. Encore faut-il pouvoir et vouloir la mettre en place. Donc ça marche. Deuxième point, c'est que quand on est face à une situation de pandémie, eh bien, il faut pouvoir être capable de réagir, c'est-à-dire d'avoir des protocoles. On a toujours eu des protocoles dans notre pandémie, mais qui étaient a posteriori. Or là, il faudrait pouvoir avoir les protocoles en amont de toute situation, quitte, bien entendu, à réadapter au fur et à mesure. On est dans un système circulaire, c'est-à-dire qu'on analyse le risque, ce risque existe, on adapte notre protocole en fonction du risque et on gère ainsi de suite les positions. Donc ce que je dis, c'est que sur la santé et la sécurité, il est important de développer ces thèmes rapidement. Pour ce qui est, je dirais ensuite, des évacuations sanitaires, là aussi, une certaine catégorie de personnes a pu en profiter, mais il faut que ça puisse se faire, je dirais, quasiment à l'instant T avec disons, des prises en charge adaptées. Donc là, il restera à vérifier et à discuter avec les partenaires sociaux sur ces aspects qui existent déjà, mais qui posent pour certains encore des problèmes. Et puis, sur la sécurité avec les pays, eh bien, je dirais qu'il convient d'avoir du relationnel assez rapproché et assez souvent pour que l'on puisse échanger des informations. Certains m'ont dit ça dépasse les compétences du député. Je dirais simplement que le député est le trait d'union entre la France et les institutions étrangères via, bien entendu, notre ministère. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail qui doit se mettre en place et le député doit être aux premières loges, tout au moins en matière d'information. On va voir liberté comme la meilleure récompense de tous les peuples. Comment est-ce que, à partir de l'éducation, comment vous la considérez? Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut s'accentuer. On va parler d'économie. Pour l'économie, souhaitez-vous accompagner et encadrer les entreprises, développer des accords commerciaux? Ça, ce sont des choses très importantes pour nous. Il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas d'éducation et de formation. C'est la base. La formation pour les enfants
où les élèves des Français de l'étranger doit être gratuite, comme elle l'est en France. Or, voilà encore une disparité des Français de l'étranger. C'est que l'école n'est pas gratuite. Et comme dans tout pays, si on veut une émancipation, si on veut une éducation égalitaire, eh bien, il faut impérativement que l'école soit gratuite pour tous. Pour qu'un pays puisse être autonome, il faut une formation, il faut de la formation, il faut des formations adaptées aux métiers et aux objectifs du pays. Il ne peut pas y avoir d'émancipation des peuples sans formation. C'est la base. Donc, oui, mon programme intègre la formation. Elle est portée d'une part sur cette gratuité. Elle est portée sur certaines évolutions des référentiels d'éducation, et je pense aux pays asiatiques, Singapour, Hong Kong, où on a là un taux de réussite et un niveau d'éducation élevé. Donc, il faut remettre deux choses dans l'éducation française. Il faut remettre d'une part des actions au travers de stages obligatoires en entreprise, qui permet à l'enfant de se situer déjà dans son espace professionnel, de se projeter dans son espace professionnel. Ça permet à l'élève de comprendre pourquoi il va à l'école. Souvent, c'est mal compris. Et puis, il faut aussi remettre du sport dans l'école, à tous les niveaux. C'est fondamental. Le sport permet de mieux apprendre. Ça a été prouvé scientifiquement, donc il faut remettre ça. Et je terminerai par une évolution des programmes en accord avec les objectifs de développement durable. Il convient de mettre un module à vérifier en fonction des niveaux scolaires et parler effectivement de développement durable et principalement de tous ces aspects qui nous posent aujourd'hui de gros problèmes sur le réchauffement climatique, donc la préservation des milieux, la faune, la flore, l'eau, la mer, la terre, tous ces éléments qui nous entourent au quotidien et dont, pour certains, l'attention est plus ou moins forte, est importante. Ça permet, au niveau des formations, de recadrer, de resituer l'apprenant, si on parle aussi de formation professionnelle, dans ce contexte qui est notre vie sur cette planète. Vous savez, sur cette question économique, il y a beaucoup de contraintes. Mais aujourd'hui, notre environnement nous rappelle à la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut faire de l'économie au sens que l'on entend aujourd'hui qu'à partir du moment où on a un certain respect de cet environnement et de nos rejets. En gros, c'est des déchets. Alors, effectivement, tout cela est différent d'une industrie à une autre, mais aussi d'une économie à une autre. Bref, pour porter des projets aujourd'hui, lorsque vous allez dans les grands organismes comme la Banque mondiale, voire aujourd'hui aussi la Banque européenne, eh bien, il faut avoir fait ce que l'on appelle les impacts sur les objectifs de développement durable, comme la roue, qui nous permet, au travers de cet outil, de mesurer si notre projet est respectueux ou non de l'environnement et qu'il y a lieu ou pas de réajuster.
Donc, autrement dit, les entreprises pourront bien entendu être soutenues, mais à partir du moment où cet aspect est bien rodé. Alors, c'est aujourd'hui le risque qui est mesuré au travers de cet outil, mais aussi ce sont les banques qui de plus en plus réclament et demandent à ce qu'on soit en conformité avec ces objectifs de développement durable, qui sont au nombre de 17 et qui visent tous à ramener, je dirais, une situation normale sur notre monde. Alors, sur le plan économique, j'ai un projet qui est important et j'en ai parlé en liminaire, c'est celui de l'axe latino-pacifique. L'axe latino-pacifique permet et permettra, bien entendu, des développements pour nos entreprises, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la zone. Quand je parle de l'axe latino-pacifique, on part du Mexique, qui est plus de l'Amérique du Nord, on redescend sur l'Amérique du Sud avec le Chili, qui peut être aussi le Brésil, l'Argentine, en passant par le Pérou, le Guatemala, et en allant jusqu'à au sud du Pacifique, où on va trouver là l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc on a là un axe qui reprend la traversée totale du Pacifique, où aucun acteur aujourd'hui est particulièrement représenté ou tout au moins développé dans la zone. Pourquoi j'en parle? Eh bien, c'est un axe gagnant-gagnant. Gagnant parce que l'ensemble des populations qui vivent aujourd'hui dans le Pacifique sont des populations en attente. Ce sont des îles essentiellement, qui souvent sont en difficulté liées à la montée des eaux et qui peuvent avoir un échange alimentaire, qui peuvent avoir un échange culturel, qui peuvent avoir en fait une relation avec les espaces qui bordent l'ensemble du Pacifique. Aujourd'hui, tout le monde a intérêt à fédérer autour de l'idée. Alors, qu'est-ce que ça va développer? Bien entendu, des relations commerciales, mais aussi et surtout des aides, des entraides, des échanges. Alors, je pense aux échanges culturels, je pense aux actions qui peuvent être menées aussi en matière de défense. Donc, tout ça, bien entendu, c'est une politique liée à la France, mais qui retrouve l'ensemble des acteurs. Certains ne voudront pas, d'autres le voudront, mais je pense que cet axe-là va permettre de faire évoluer les conditions de vie de l'ensemble des habitants de la zone. Aujourd'hui, c'est 600 millions d'Iliens à peu près. Je ne prends pas en compte les populations de l'Amérique latine. D'une manière générale, on devrait avoir 1,5 milliard qui viennent se rajouter. Donc, on a quelque chose d'assez important. Bien entendu, des accords bilatéraux devront être mis en place, mais là, ça dépasse, je dirais, mon rôle, le rôle étant plutôt d'être une force de proposition. Je serai une force de proposition dans cet objectif-là, sachant que derrière, il y a bien entendu les ministères des Affaires étrangères et le gouvernement qui seront directement en phase. Bref, tout ça pour dire qu'on a aujourd'hui des actions de développement pour nos entreprises et pour l'ensemble des concitoyens français de l'étranger. Et je pense bien entendu sur un aspect culturel. Pourquoi? Parce que d'abord, ce sont des peuples catholiques, de confession catholique, et ce sont des peuples qui ont des mixités culturelles, dans la mienne, qui ont des rapports avec des origines aztèques, avec donc des civilisations antérieures. Donc on retrouve sur certains tatouages de toute façon polynésiens des signes très latins.
Donc voilà, moi je pense que l'axe latino-pacifique est un sujet intéressant qui convient de développer et qui fait partie de ma campagne et pour lequel je vais m'investir. Là, on va parler de culture. Avec ce qui se passe en Amérique latine des Caraïbes, comment mixer, comment établir cette forme d'interculturalité entre ces pays? Concernant la culture, c'est un des domaines les plus larges possibles qu'a la France avec les pays latins. D'abord parce que la France, elle est reconnue dans toutes ces contrées latines. Et qu'ensuite, si on reprend le projet précédent sur l'axe latino-pacifique, eh bien, on a des populations qui sont très, très diverses et très impliquées, d'une manière générale, à l'Amérique latine. Donc, on a là vraiment un foyer important de culture. Et la France est un pays multiculturel aujourd'hui, surtout dans les territoires éloignés de la France. Donc l'Amérique latine est un secteur porteur de multiculturalité qu'il convient d'exploiter. On va l'exploiter sur la musique, sur le cinéma, sur le théâtre, sur les arts plastiques, en fait, dans une multitude de domaines. Et aujourd'hui, chacun va de son gré. Or, il faudrait plutôt fédérer l'ensemble de ces énergies pour pouvoir apporter, je dirais, vraiment un secteur fort de la culture franco-latino. Je pense pour cela à des outils. Ça peut être une école du cinéma, une école de la musique, une école du théâtre. C'est aussi et surtout la francophonie qu'il faut intégrer à cette culture, qui me semble élémentaire. Et donc là, effectivement, c'est des échanges rapprochés, bilatéraux, sur le volet culture française et latine. Alors, je pense à la création de ces écoles, mais je pense aussi à la création d'un musée numérique où on devrait associer d'une part l'ensemble de l'histoire culturelle de la zone, mais aussi apporter un moyen de communication moderne sur tout ceci. Donc ça me semble important. Mais ce n'est pas le député qui, encore une fois, va faire ce projet. Il apporte des idées, il apporte une énergie, il apporte des conseils, il apporte un soutien. Mais c'est bien avec le monde associatif qu'il faut travailler. Et avec cela, je compte m'y employer. Parce que je trouve que le monde associatif est intéressant en matière de volontariat et en matière d'investissement. Donc, il est tout à fait normal d'accompagner les associations dans ce projet. Et ce projet, j'y crois fermement. J'y crois fermement, tout d'abord parce que la demande est forte et l'envie est forte, mais aussi c'est que, au bout du compte, il y aura un projet global de la culture franco-latine. En matière de tradition, de valeurs, de savoir, mais aussi et surtout, puisqu'il faut combattre le réchauffement climatique, il faut surtout préserver l'environnement. Comment souhaiteriez-vous développer la biodiversité? La question, elle est technique. Hein. Comment réduire les gaz à effet de serre et comment préserver la biodiversité?
Le rôle du député que je serai est un rôle plus de conseil, comme je le dis depuis le début de notre entretien. Il n'est pas, pour moi, question d'aller faire de l'ingérence. C'est-à-dire que cette notion-là, ces indicateurs-là passent par la politique du pays en matière d'investissement économique, en matière d'exploitation des richesses, si l'on pense aux mines ou éventuellement à l'agriculture. Par contre, je pense qu'il faut sensibiliser les chefs d'État, les institutions mondiales sur le danger imminent qu'est ce réchauffement climatique, anormal d'ailleurs, qui est démontré que ce réchauffement anormal est lié à l'activité humaine. Alors, on a des secteurs qui polluent plus que d'autres, mais si on raisonne simplement, eh bien, il convient de faire un état des lieux et de mettre en place des mesures qui visent à réduire l'émission des gaz à effet de serre. Ça veut dire aussi qu'il faut associer le monde économique, les industriels autour de la table pour définir cette politique et surtout les objectifs. Je le rappelle ici, c'est nécessaire. Il en va de la vie de la planète, mais surtout de l'avenir de nos enfants. Donc on a des moyens, on a des experts du GIEC qui sont là pour nous apporter un éclairage et surtout des solutions. Je dirais qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est la prise de conscience. Depuis la COP 21, en 2015 à Paris, je me suis heurté au problème que on a des accords, mais on n'a pas de répression dans nos accords. Autrement dit, tout le monde, sur le moment de l'événement, vont être tous d'accord et vont signer, et quelque temps après, ne vont plus appliquer les accords. C'est l'exemple de l'Amérique qui, avec Trump, a préféré quitter ces accords parce qu'il avait face à lui les industriels, ce lobby des industriels qui, eux, continuaient à polluer au détriment de la vie de personnes. Quand je parle de cela, eh bien, c'est en connaissance de cause. Tous les jours, dans le Pacifique, vous avez des gens qui se noient. Vous avez des gens qui migrent sur les îles voisines parce que la montée des eaux rendent, d'une part, leurs maisons inaccessibles, mais aussi les terres, leur culture et l'accès à la ressource en eau potable est aussi très réduite. Donc, quand l'hémisphère nord pollue, l'hémisphère sud se noie. Il est nécessaire et urgent que l'on s'attache une certaine rigueur à ce que le réchauffement climatique soit bien pris en compte. Donc pour cela, j'initie un symposium des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Autour de ce symposium, on devra, pour premier objectif, faire prendre conscience à l'ensemble des chefs d'État et gouvernements de l'urgence. 2, de trouver des solutions, tout au moins apporter un planning dans lequel on va pouvoir mettre en place des actions. Ce symposium est pour moi quelque chose de fondamental dans le programme, puisqu'il l'attache du prix, de toute façon, aux situations que connaissent déjà les peuples latinos, comme la progression des déserts,
ou la violence des cyclones et ouragans, ou encore la sécheresse des terrains qui permettent plus de produire. On est à la veille réellement d'une pandémie alimentaire sur les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. C'est ce qui explique aussi que l'on a des migrations importantes, le fait de la difficulté à pouvoir manger, à pouvoir vivre, eh bien, les peuples, les populations migrent vers des pays voisins. Donc, je le répète, il est important, dans le cadre de cette élection législative, de porter le réchauffement climatique au plus haut niveau de son instruction. Il est urgent. Eh bien, l'innovation, en fait, c'est la conséquence d'une situation antérieure, souvent une situation en non-conformité. À partir du moment où ce n'est pas conforme, eh bien, on va avoir des plans d'action. Ces plans d'action vont obligatoirement déboucher sur de nouvelles actions et c'est au travers de l'innovation que l'on apportera la réponse. Donc, autrement dit, sur mon propos depuis le début, les problématiques ont été posées, les problématiques ont été analysées, auditées. Mon programme apporte des solutions concrètes, réalisables, qu'il convient aujourd'hui de mettre en œuvre. Mais dans le développement durable, les domaines sont tellement, je dirais, vastes qu'on va devoir utiliser ou mettre en place de nouveaux dispositifs, de nouveaux outils pour répondre favorablement aux attentes. Ça devient de l'innovation. Et quels sont les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui? Eh bien, c'est tout ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, c'est-à-dire apporter des solutions au travers des énergies renouvelables. Donc là, il y a vraiment des dossiers porteurs intéressants qui se sont accélérés très vite ces dernières années, car on est tous conscients que l'énergie fossile a ses limites. Et la première de ces limites, c'est la ressource, mais c'est aussi la pollution. Donc, si on veut répondre favorablement à la diminution du réchauffement climatique ou le combattre, eh bien, il faut absolument réduire, mais de manière drastique, l'ensemble des émissions polluantes que l'on met dans l'atmosphère au travers soit des véhicules, soit des chaudières, mais aussi et surtout au niveau de l'industrie. Donc là, on a le secteur porteur qui est la recherche des nouvelles énergies que l'on appelle renouvelables. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de recherches avec des avantages et des inconvénients. Il peut y avoir aussi des process différents, c'est-à-dire qu'on va modifier notre façon de faire dans l'activité. Et puis, il y a un autre secteur aussi qui est innovant, qui est celui de la formation et du numérique. Donc, c'est des secteurs qui sont aujourd'hui très subventionnés avec les institutions mondiales et européennes. Donc, on a aussi aujourd'hui la possibilité de faire avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes une certaine innovation en fonction des problèmes qui leur sont posés. Donc, pour ma part, j'apporterai mon soutien et mon accompagnement total à tout projet innovant dans le développement durable. Vous parlez de 6 thèmes principaux, disons que j'ai voulu un petit peu
sélectionner l'ensemble des réponses aux problématiques au travers de ces thèmes qui sont d'une part ce que j'appelle le social, c'est-à-dire le quotidien de nos concitoyens. C'est la santé et la sécurité. La pandémie nous a quand même mis face à une problématique et il convient aujourd'hui d'y répondre non seulement favorablement, mais aussi avec une perspective de comportement à mettre en place. L'éducation de nos enfants, l'économie, qui est quand même quelque chose de moteur dans le cadre des mouvements et des expatriations. La culture est quand même important au niveau de la France parce qu'on rayonne et on se fait connaître au travers de ce volet, mais je dirais qu'en contrepartie, il est intéressant aussi de faire partager les cultures dans lesquelles nous, concitoyens de l'étranger, nous intervenons. Un point important qui fait partie, je dirais, d'un point élémentaire de mon programme, c'est l'urgence climat, c'est-à-dire que faisons-nous pour justement limiter le réchauffement climatique. Et là, il y a un réel débat. Ce débat ne peut être que global avec l'ensemble des pays de notre planète. Et puis, je dirais que la conséquence, qui est un autre volet, mais qui est la conséquence des problématiques, à partir du moment où on a des non-conformités, entre guillemets, ça va déboucher obligatoirement sur des opportunités. Et là, on va traduire ça avec de l'innovation. Et là aussi, je porterai l'ensemble des actions qui visent à améliorer, tout au moins à innover par rapport aux objectifs de développement durable, qui restent quand même pour moi un point élémentaire de l'action politique que je souhaite mener dans le cadre de cette élection législative pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Sur la question posée concernant le social, eh bien oui, le social, c'est quand même la problématique qui touche directement les Français qui sont établis hors de France. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà, dans un premier temps, ce que j'ai pu constater, c'est que nous n'avons pas les mêmes traitements dès lors qu'on est à l'extérieur des frontières de l'Hexagone qu'à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on a des discriminations quelque part. Et ça, ce n'est plus tolérable de nos jours. Des exemples simples. Vous voulez vous inscrire sur une plateforme en métropole, à partir du moment où vous n'avez pas votre format de téléphone, puisque vous êtes à l'international, au format français, vous ne pouvez pas vous inscrire puisque tout est validé, tout est contrôlé par votre numéro de téléphone. C'est un exemple. C'est aussi pour la caisse sociale, c'est aussi pour les banques. C'est inadmissible. Donc ça, il faut que ça change. Il faut simplement qu'on revoie les formats d'inscription. Donc ça peut être là aussi une ouverture vers un format de téléphone avec des indicateurs de pays où l'on est situé. C'est bien entendu avoir accès à tous les documents de manière, je dirais, normaux, avec des formats qui soient plus orientés sur le numérique. Donc, il est important de mettre en place un guichet unique. D'octroi des visas, d'octroi des certificats de vie. Il est important aussi que nos concitoyens qui ont pour partie travaillé en métropole et qui sont aujourd'hui à l'extérieur de la France puissent avoir accès aux soins, puissent avoir accès aux couvertures sociales, puissent avoir accès à leur retraite. Alors oui, il y a des bases, des plafonds, mais à partir du moment où on est français,
on doit pouvoir être traité en tant que tel et pas d'avoir des fins de non-recevoir parce qu'on n'a pas rempli les conditions initiales. Donc ça, c'est toutes des discussions qu'il faut avoir directement avec d'une part les partenaires et d'autre part, je dirais, les services, les institutions qui gèrent nos concitoyens. Donc, je voudrais aussi que l'ensemble des accords bilatéraux soient revus. C'est l'équivalence des diplômes, c'est l'équivalence des permis de conduire. Il faut revoir cela. Merci pour votre invitation. Merci pour vos questions pertinentes et surtout la qualité de votre émission. Je vous dis à tous au revoir et à bientôt. Monsieur Trigalo, ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Je rappelle que vous êtes ingénieur et urbaniste de formation, expert international à l'Union européenne et candidat aux élections législatives de l'Amérique latine et des Caraïbes. Cette fois-ci, nous faisons place à Madame Santa Tercia André à la rubrique des solutions lumineuses. Merci, Pétiel Récien, et bienvenue, monsieur, madame, à votre rubrique qui vous aide à mieux vous organiser votre vie à travers ce que vous lisez et ce que vous écoutez. Pour le plaisir de vos tympans et celui de vos yeux, cette semaine, on vous conseille. Pour le livre, c'est La diaspora haïtienne, territoire migratoire et réseaux transnationaux, écrit par Cédric Haudebert. Pour la musique, c'est Histoire drôle de l'album La Cour Tranquille, sorti en septembre 2005, chanté par l'artiste, compositeur Bello, de vrai nom Jean Belloni Murat. C'est une musique qui décrit la réalité haïtienne, tant haïtienne qu'étrangère, à travers laquelle on est tous en quête de sécurité, de bonheur, peu importe le prix. Bonsoir, bonne semaine et à bientôt. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de radio, télécanal le chaîne 38 54.1 FM stéréo, ici s'achève l'émission de ce soir. Mais nous n'allons pas vous quitter sans pouvoir remercier d'abord monsieur Michel Trigalo d'avoir accepté notre invitation. Nous aimerions remercier également toute l'équipe de l'émission Éducation au second degré, Pasteur Jacques Charles, notre chroniqueur, géo-éducatif, Maître Maxime Pierre, chroniqueur géo-éducatif, Madame Santa Tercia André, notre co-présentatrice, mais aussi nous aimerions remercier toute l'équipe technique et réalisatrice de Radio-Télé Canal Bleu. Nous remercions également vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous remercions d'avoir pris le temps, pris le soin de regarder cette émission. Restez dans le bonheur de l'éducation. Bénédiction, amour et paix.